Bonjour tout le monde, JF Breton pour un nouvel épisode du Balado Automédia. Aujourd'hui, une émission spéciale, table ronde, dans laquelle on reçoit Yann Samyucci, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. On reçoit Guillaume Girard de Girard Automobile à Repentigny et M. Jacques Olivier Junior, le président du groupe Olivier, l'un des plus grands groupes de concessionnaires automobiles ici au Québec. Tout ce beau monde-là autour d'une seule table pour discuter de ce qui s'est passé lors de la réunion au sommet, de la rencontre au sommet de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec qui s'est produit plus tôt ce mois-ci. On parle de la nouvelle certification des concessionnaires automobiles. On parle du changement qui doit s'opérer en concession. On se demande, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on sera en mesure de regagner la confiance du public et de remonter dans les échelons des professions en quelles les gens ont le plus confiance ou plutôt le moins confiance présentement. Alors, ça va être très intéressant comme conversation. Vous allez voir, il y a beaucoup de très, très bons points qui sont soulevés et ça répond pas mal à toutes les questions par rapport à cette nouvelle certification-là pour les concessionnaires et les professionnels de l'industrie de l'automobile. Alors, c'est parti pour cet épisode du Balado Automédia. Bonne écoute! Messieurs, bienvenue au Balado Automédia. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour discuter de la rencontre au sommet, deuxième édition qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci, au mois de septembre, ici à Montréal. D'abord, petit tour de table. Yann Samyucci, PDG et directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Merci d'être là, Yann. Merci à toi. Guillaume Girard, directeur général, Girard Automobile, un concessionnaire unique, indépendant. Merci d'être là, Guillaume. Merci pour l'invitation. Et on a un concessionnaire unique et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment donc une belle représentativité. On a les deux formats, disons, le format indépendant et le format grand groupe, l'un des plus grands groupes de concessionnaires automobiles du Québec, M. Jacques Olivier Junior, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir, merci. Merci d'être là. Très content de vous avoir avec nous, messieurs, parce que ici, on a jasé de beaucoup de choses à cette deuxième rencontre au sommet. Guillaume, Jacques, vous étiez tous les deux présents, d'une part, à la rencontre, et aussi impliqués, vocaux. Vous vous êtes fait entendre, vous avez pris part vraiment aux conversations, à la présentation aussi de cette fameuse certification-là. Alors, j'ai envie de vous poser comme question, en commençant, pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être présent et de prendre part à ce changement-là, à cette initiative-là qui est mise de l'avant par les concessionnaires et leurs corporations? Je vais vous parler pour moi. Dans le fond, moi, je suis une relève de 4e génération d'un concessionnaire automobile. Ça a été fondé par mon arrière-grand-père en 1926. Donc, il y a quand même un historique qui est là. J'ai 31 ans aujourd'hui. Donc, c'est une profession qui m'intéresse pour le futur, le long terme. On a vu depuis quelques années, justement, qu'on figure systématiquement au dernier rang des professions les plus appréciées des Québécois ou en lesquelles les Québécois ont le plus confiance. Faut qu'on change la donne, faut qu'on change le message si on aspire à être une entreprise qui est pérenne pour le futur. Parce que le jour où il y a des alternatives qui vont se développer, on devient obsolète. Fait qu'il faut voir comment est-ce qu'on veut amener cette entreprise-là, cette business-là à évoluer dans le futur. Puis c'était important d'être là parce qu'on regroupait une majorité des concessionnaires au Québec, puis d'amener cette vision-là d'un point de vue commun, que tout le monde veuille travailler dans la même direction, parce que ça prend ça aussi. Il faut qu'il y ait un commun accord, il faut qu'il y ait un sens de la direction, où est-ce que tout le monde s'en va au même endroit si on aspire à un changement qui est effectif, puis qui a l'effet de masse qu'on espère avoir en fait dans le marché au Québec. Intéressant, très intéressant. Monsieur Olivier? Pour ma part, ça prend deux volets. Le premier volet est définitivement axé vers la clientèle et la reconnaissance que Guillaume parlait effectivement. Je pense qu'on se doit d'être proactif à essayer de faire changer cette vision-là, que je peux reconnaître, que je peux comprendre pourquoi certains nous donnent cette étiquette-là. Mais l'autre volet que je parlais, c'est mes employés, mes vendeurs, mes représentants, mes conseillers, appelez-les comme vous voudrez, mes FNI, mes responsables du crédit. C'est des hommes et des femmes que je côtoie au quotidien, puis l'image de la 50e position, moi, c'est pas ça que je vois. Pas du tout. Puis je pense sincèrement qu'on doit faire porter ce message-là aussi, que c'est des monsieur et madame tout le monde qui travaillent chez nous
avec un niveau d'expertise, parce que vendre un véhicule ou financer un véhicule, ça vient avec son lot d'expertise, de connaissances. Et je pense qu'ils ont droit à la même reconnaissance. Fait que dans un premier temps, pour les clients, parce que je suis capable de reconnaître que l'expérience cliente est peut-être pas toujours au rendez-vous. Puis là, dans un deuxième volet, pour les employés. C'est deux angles fort intéressants, justement. Et parlons de ce que ça prend pour arriver à faire ça. Hein. Vous parlez un petit peu de l'objectif, d'où on veut aller. Présent à cette deuxième rencontre au sommet, on parle de 60% des concessionnaires membres de la CCAQ qui étaient représentés sur place. Exact. Il y a un 40% de ces mêmes concessionnaires-là qui n'étaient pas là. Et évidemment, il y a tous les employés des concessionnaires aussi qui n'étaient pas nécessairement présents au sommet. Donc, pour tous ces gens-là, si on... J'étais pas là. J'étais pas au sommet, on imagine. Yann, qu'est-ce que j'ai manqué? Si tu me résumes un petit peu, qu'est-ce qui a été mis de l'avant et qu'est-ce que ça représente finalement cette certification-là qui a été présentée? Avec plaisir, Jean-François. Dans le fond, deuxième édition, tu l'as mentionné, deuxième année, la première année, l'an dernier, ceux qui y étaient s'en souviendront, on a fait nos constats. Dans le sens où on a parlé du palmarès, 50 sur 50. On n'est pas satisfait de ça, ça a été dit. Et lors de la première année, on a demandé, le réseau des concessionnaires, à la CCAQ de poser des actions et de proposer un plan. Cette année, dans le fond, ça a été la proposition du plan. Puis le plan n'avait pas été conçu à 100%. Il restait des composantes à fignoler qu'on a travaillé en atelier, en session de travail avec les concessionnaires eux-mêmes. Donc, essentiellement, cette année, ça a été la mise en action par les concessionnaires eux-mêmes. Ça a été la décision quant à l'adoption du plan, qui passe par une certification. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et quoi d'autre? Je dirais un embarquement quasi immédiat, au-delà de toute espérance, des concessionnaires qui étaient dans la salle quant au plan. Maintenant, Jacques l'a mentionné, on a une force de travail super importante au Québec. On parle de 62 000 employés dans nos concessions. On a décidé, parce qu'on est en gestion du changement ici, qu'on pourra percevoir éventuellement du côté des consommateurs, mais on a décidé de mettre le focus pour débuter sur le leadership des concessionnaires. Donc, chaque concessionnaire devait, comme première étape dans la certification, dans le plan, prendre leurs décisions eux-mêmes puis embarquer leurs équipes de gestion dans le plan. Puis dans une phase 2, on y reviendra tantôt, bien, on va embarquer l'ensemble de la force de travail parce que, comme l'a mentionné Jacques, on a véritablement des professionnels de l'automobile qui sont capables de monter une transaction. C'est devenu complexe quand même. Travailler dans l'automobile, ça prend des compétences. Puis on veut professionnaliser en quelque sorte les différents métiers qu'on offre. Puis la certification va servir à ça. Puis... je veux dire, ça fait 17 ans que je suis dans la business des concessionnaires. Ça fait 17 ans que je croise des femmes et des hommes d'affaires hyper fiers. Ça fait 17 ans que je croise une force de travail hyper fière de faire ce qu'ils font. Puis, constat plate, 50 sur 50 encore cette année. Puis, véritablement, si j'avais à résumer, là, l'expérience qu'on a vécue pendant 2 jours sur Montréal, c'est le statu quo n'est pas envisageable. Et c'est les concessionnaires eux-mêmes qui ont pris cette décision-là. Oui, effectivement. Puis, je remettrais, il y avait une question, je ne sais pas si tu te souviens, Yann, qui était à savoir où c'est vous trouvez qu'on se situe présentement avec ce que vous nous avez proposé. C'était une échelle de 1 à 10. 1 représentait on va pas assez loin. 5, on est bullseye, on est là où on devrait être. Et 10, on va trop loin, là, tu sais, un peu trop. Et le pointage est sorti à 3,8. Donc, c'est pour vous montrer comment... Il reste du jeu. Oui, les concessionnaires ont faim encore. Il y en a qui auraient aimé que ça aille un peu plus loin. Mais comme le dit si bien Yann, faut mettre le premier jalon. Le premier jalon, c'est de s'assurer que la tête dirigeante en haut, elle embarque. Que ce soit moi, Guillaume ou d'autres concessionnaires. Si à quelque part, ils n'embarquent pas, ça va être difficile après ça d'aller certifier nos représentants, nos FNI, parce que c'est pas le cas, là. Ouais, je pense que si on part du haut dans
l'échiquier, dans le fond, puis qu'on s'entend que les propriétaires de concessions ont cette vision-là, mettent en place les moyens et éduquent leurs équipes à s'en aller vers cette nouvelle excellence-là dans le marché, ben les gens n'auront pas le choix de suivre. Ça va être un changement de culture complet pour l'industrie, de s'en aller vers une industrie qui est axée sur l'expérience client puis sur la bienveillance envers la clientèle aussi, là. Et par rapport à ça, c'est vrai que, puis je pense qu'on l'a vu, là, notamment lors de la rencontre, il y a une majorité de concessionnaires et de professionnels aussi qui travaillent dans l'industrie qui représentent et qui véhiculent ces valeurs-là, de vouloir avoir une meilleure réputation, de vouloir faire vivre une meilleure expérience à leurs clients, de vouloir faire tout ça avec honnêteté, avec intégrité aussi. Mais souvent, le problème de perception qui fait beaucoup jaser et qui enracine cette croyance-là auprès du public ne vient pas nécessairement de la majorité, va venir de la personne qui fait les choses pas nécessairement de la bonne façon et qui passe aux nouvelles à 18h. Comment on fait pour s'assurer, parce que là on parle d'une majorité, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette minorité-là, celle qui était peut-être pas présente à la rencontre, celle qui n'a peut-être pas l'intention de vouloir embarquer dans le projet de certification? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? La seule chose, je voudrais peut-être tout de suite corriger, c'est que dans les absents, il ne faut pas tous les voir comme étant des gens qui n'adhèrent pas à ce qu'on essaie de mettre sur place. Il y en a sûrement dans le pourcentage de gens qui n'étaient pas là, que c'est parce que pour eux autres, ça ne les interpelle pas, puis c'est pas comme ça qu'ils voient une solution, on va dire, à la suite des choses. Mais à quelque part, je pense qu'on va avoir plus que 60% des concessionnaires à la fin de la journée. Yann va être le mieux placé pour nous donner une statistique éventuellement à la lettre sur ce qu'il y en est, sur le taux d'adoption, mais t'sais, moi, dès le lendemain, on s'est inscrit nos 19 concessions du Québec sur le portail de l'OPC. Ça, c'était une des étapes qu'on devait faire. C'est fait à l'heure où je vous parle. Mais j'étais à la réunion. Mais il y en a d'autres qui vont découvrir ça tranquillement, pas vite. Puis je pense que Yann, tu vas devoir partir avec ton bâton de pèlerin un peu, puis t'assurer que ceux qui étaient absents, mais que ça les interpelle, ce genre de certification-là, ben, soient bien au courant c'est quoi le programme, là. Tu as totalement raison, genre. Puis, tu sais, je fais bien attention. Notre stratégie, parce que c'en est une, là, je veux dire, de rehaussement de la confiance des gens envers ce qu'on fait, ne vise pas l'exclusion. Rendu à l'exclusion, on est loin dans la boîte à outils. C'est plutôt une stratégie d'embarquement complet. Notre souhait, puis toutes nos décisions sont basées là-dessus, c'est d'embarquer 100% des concessionnaires dans le plan parce que, veux pas, tu l'as mentionné, Jean-François, un qui paraît mal publiquement fait mal à l'ensemble du groupe. On est condamné à une perception collective. Donc, on doit travailler avec le collectif, puis la corporation, ben, je pense qu'elle a prouvé dans le temps être le bon vecteur du collectif, puis avoir une vision à long terme, je pense qu'on l'a. Maintenant, Jacques l'a dit, il y a des concessionnaires qui, pour différentes raisons, sont les deux mains dans leurs opérations, qui n'avaient peut-être pas le temps de se déplacer ce jour-là. Ça arrive. Il y a des concessionnaires qui étaient à l'autre bout du monde parce qu'on était dans une période achalandée. Il y avait des concessionnaires qui étaient avec leurs manufacturiers. Des rencontres de manufacturiers, il y avait plusieurs. Alors, reste que pour moi, voyons ça comme un sondage. Avoir 60% des concessionnaires d'un marché donné dans une seule et même salle pendant 2 jours, je ne pense pas qu'on a vu ça souvent au Canada, puis je dirais même en Amérique du Nord. Alors pour moi, en soi, c'est un bon indicateur de succès. Et ça ne vient pas dire, comme le dit Jacques, que les 40% qui n'étaient pas présents n'embarqueront pas dans le plan. Maintenant, j'ai un job à faire. Yann Samiucci devra prendre son bâton de pèlerin puis aller convertir l'ensemble des concessionnaires. Mais tu sais, le plan, il fait tellement de sens. Moi, j'ai pas un concessionnaire à qui j'ai parlé en 17 ans qui était satisfait de cette réputation-là. Et je dois dire, tu sais, à un moment donné, on soulève le boogeyman, mais boogeyman, il existe, là. Je veux dire, on vient de vivre une année faste en projet de loi du Québec qui nous ont impacté directement, qui vont impacter la distribution de certains produits, notre profitabilité aussi. Alors, tu sais, on a utilisé l'analogie de l'œil de la tempête, dans le sens que pensez pas que la tempête, on vient de la voir puis elle est passée. On est dans l'œil de la tempête, puis c'était ça le message, et j'y crois. Si on ne s'autogère pas nous-mêmes, d'autres le feront, puis on vient de le vivre carrément avec le gouvernement du Québec, avec la loi 30. Alors, c'est clair que je pense que dans l'esprit du concessionnaire aujourd'hui,
faut agir, puis le statu quo est non acceptable. OK. Puis incluant dans les 40%. Incluant dans les 40%. Je rajouterais peut-être, justement, à ton point, ce sera pas nécessairement juste toi aussi qui va s'en aller en pèlerin avec ton bâton. Je pense qu'on a aussi un travail à faire en tant que concessionnaire, de rallier les gens qui sont dans notre manufacturier, qui n'étaient peut-être pas présents, de rallier des gens qui on côtoie, que ce soit dans des régionales, que ce soit dans notre environnement, parce que ça reste que l'automobile, c'est un très grand petit monde, tout le monde finit par se connaître. On a un devoir d'influencer du mieux qu'on peut les gens à prendre la bonne décision puis à embarquer dans le train de cette certification-là aussi. Là. C'est intéressant ça. Puis parlons-en du manufacturier comme tel. Puis un des éléments qui rend la discussion très, très intéressante, justement, c'est que vous représentez, tous les deux, messieurs, en tout ou en partie, certains manufacturiers, justement, ou dans lesquels on a vu que certains autres directeurs généraux et propriétaires de cette marque-là, chez Chrysler notamment, pour ne pas la nommer, pour qui c'était un petit peu plus difficile d'adhérer à certaines des propositions qui étaient faites, notamment, on pense à la fameuse feuille de chasse. Là. Il y a eu la question le vendredi, moi je ne veux pas imprimer une feuille de chasse pour que mon client aille chez le voisin, puis finalement je perds la vente. Donc il y avait sur place, évidemment, certaines craintes qui ont été soulevées et certains manufacturiers qui semblaient un petit peu plus réfractaires à certaines choses plus que d'autres. Donc, parlez-moi un peu de cet élément-là en particulier. On a eu un conférencier la première journée, Alexandre, là, qui était un avocat, professeur. Puis il a sorti un terme à un moment donné qui a résonné avec moi. Si on veut être sérieux dans notre démarche, puis si on veut qu'elle soit reconnue, va falloir que ça nous fasse mal un peu. On ne peut pas juste dans la complaisance puis faire une certification dans laquelle tout le monde va adhérer d'emblée, puis c'est super facile, puis c'est parce qu'en bout de ligne, je ne change rien à mes pratiques. Non. Il y a des éléments qui vont changer. Pourquoi? Parce que le consommateur nous l'a communiqué clairement qu'il faut qu'il y ait des éléments qui changent si on veut remonter. On passe beaucoup souvent du sondage ou du palmarès, si on veut. Fait que continuons là-dessus. Si on veut remonter dans le palmarès, je reprends des paroles, va faire que ça fasse mal un peu. Et ça en est un bel exemple. On comprend que l'environnement compétitif, des fois, dans certaines bannières, est plus compliqué que d'autres. Puis ce qui fait que tu peux vouloir garder ça flou un peu, le prix, comment tu es arrivé à faire tel prix pour que le client, s'il se met à magasiner ou s'il se fait relancer par un autre concessionnaire de la même marque, il n'y a pas tous les éléments en main pour être capable de détruire ta transaction et d'offrir en bout de ligne un prix meilleur ou un prix similaire, mais présenté différemment, parce qu'il y a tellement de paramètres dans une transaction. Fait que ceci dit, on comprend très bien le message que ces concessionnaires-là ont dit haut et fort la deuxième journée du sommet, mais en même temps, c'est ça qu'on essaie de changer, c'est ça qu'on essaie d'instaurer, puis il faut toujours mettre les intérêts du client au centre de toutes nos décisions et non pas les intérêts de l'industrie au centre de toutes nos décisions. Puis ça, plus on va avoir de gens qui vont le comprendre, plus le processus va être accepté de la part des gens qui vont avoir à le mettre en place. Et par rapport à ce que vous venez de mentionner comme citation, justement, parce que je l'avais noté moi aussi, je trouvais que ça résonnait quand même bien. Et, mais lorsque ça fait mal, là, on est dans un événement, tout le monde est crinqué, il y a des conférenciers, tout ça, on sent là, l'espèce de mouvement, l'espèce d'enthousiasme sur place. Parfait, on le fait, on est tous let's go. On retourne chacun chez nous. Et là, 1 mois passe, 2 mois passent, on essaie d'instaurer, de changer des pratiques. Et ça commence à faire mal ces chiffres. On commence à voir que ça peut avoir un impact justement sur nos chiffres à la fin du mois. Et surtout, si ça fait pas mal à tout le monde de la même façon, parce que tout le monde n'embarque pas day one, comment est-ce qu'on fait pour poursuivre? Est-ce que vous pensez que c'est possible que les gens persévèrent et continuent dans cette direction-là, malgré que les chiffres pourraient donner envie de faire, finalement, je vais peut-être continuer, retourner dans mes pantoufles? Je pense qu'il va falloir, en fait, qu'on soit persévérant puis qu'on passe au travers de ça. Puis si je reprends un peu sur ta dernière question, JF, au niveau de notre manufacturier, qui en est un qui est
ultra compétitif, puis qui vit quand même des contextes qui sont différents d'une région à l'autre. Je vais prendre les gens, là, certains des concessionnaires de la région, mettons, de Québec, qui se tiennent beaucoup plus que, mettons, si je regarde le Montréal métropolitain, on a des rivalités parce qu'on est très, très saturé en tant que marché. Fait que c'est certain que si donner, mettons, une feuille de chasse à un client, en dedans de 15 minutes, il y a 5-6 concessionnaires, va aller magasiner, ça devient difficile. Mais là, après ça, c'est à nous de se regrouper, puis de parler entre nous autres, puis de voir comment est-ce qu'on est capable de changer cette culture-là, puis de voir, est-ce qu'on est capable de se tenir entre nous autres comme d'autres régions le font, comme d'autres regroupements de concessionnaires le font, que ce soit, on va regarder, mettons, Toyota, à l'époque où ils ont déjà eu accès à Toyota, c'était quand même quelque chose, oui, ça a été controversé, oui, ça a été difficile au niveau de la concurrence, mais ça reste que ça a donné un produit où est-ce que c'était beaucoup plus uniforme dans les pratiques, beaucoup plus uniforme pour l'expérience client aussi, à un certain point, justement. Fait que je pense que le but, c'est de relever la barre, qu'on soit tous au même niveau pour l'expérience concessionnaire. Puis si on se tient par rapport à cette expérience qu'on livre aux clients-là, au bout de la ligne, il n'y en aura pas d'enjeu. Puis ça va être assez uniforme au travers, justement, des différentes concessions, peu importe le manufacturier aussi, là. Ouais. Et puis, tu sais, en bout de ligne, ça va être aux dirigeants comme Guillaume, comme moi, comme tous les autres concessionnaires en titre, de garder la tête froide, puis de ne pas partir, on va dire, en panique avec le premier exemple qu'on va venir nous montrer comme quoi une règle X n'aurait pas été respectée, puis le concessionnaire est en train de manger notre lunch en bon québécois, là. On a tellement de moyens de se mesurer, de se comparer de nos jours là, en tant qu'industrie de l'automobile, que moi, si j'avais un directeur des ventes ou même un représentant qui viendrait m'interpeller là-dessus, je l'enregistrerais. Là. Je ne serais pas en train de dire « c'est pas vrai, ça se passe pas, ainsi de suite ». Mais je le contre-vérifierais. Puis en le vérifiant, j'ai eu tellement d'exemples dans le passé dans ma vie, là, puis c'est peut-être là, à un moment donné, la différence d'âge, là, j'ai eu des représentants qui disaient hey, le compétiteur n'arrête pas de donner ses véhicules. Puis là, je faisais sortir des données, puis des fois, c'était nous autres, le compétiteur, qui donnait ses véhicules. Donc, il faut à un moment donné prendre le temps d'analyser avant de réagir. Et je crois sincèrement pas qu'avec ce qui a été élaboré comme plan d'action, que ça va faire mal aux marges. Je crois même le contraire. Si on regarde, on sort d'une période de temps où, on va dire ça, la négociation était un peu moins présente parce qu'il y avait une rareté de véhicules. Et chacun cherchait un peu moins à couper le prix de l'autre parce que, justement, il y avait une rareté de véhicules. Mais il demeure un fait, c'est qu'à la fin de la journée, nous, on veut faire une transaction avec un client qui est équitable, idéalement pour les deux, autant pour le client que pour nous autres. Puis, c'est pas vrai que c'est de vendre tous les véhicules au prix de détail suggéré parce qu'il va y avoir 52 situations où le prix de détail suggéré n'est pas le bon prix pour soit liquider le véhicule que il me reste des 2024, les 2025 sont rentrés. C'est-tu vrai que je vais me tenir à cheval sur le prix de détail suggéré? La réponse, c'est non. Mais si, à quelque part, j'instaure un climat de confiance dans lequel, de moins en moins, les clients rentrent chez nous avec un esprit de dire « Fais-moi ton meilleur prix, je vais te négocier, je vais aller transiger avec ton compétiteur s'il faut », ben je pense que je vais être gagnant, moi, sur moyen-long terme, c'est certain, là. Et ça, je trouve ça... Là, vous m'amenez dans une direction. Là, je voulais aborder ce sujet-là parce qu'un autre des interventions que j'avais pris en note lors de la rencontre, c'est... je ne sais pas qui l'a mentionné, mais quelqu'un disait... Un des problèmes qu'on a au niveau de la transparence et au niveau de ces attentes-là, justement, notamment au niveau des véhicules neufs, hein, parce que on s'entend, le use, c'est d'autres choses. Mais dans le véhicule neuf, c'est que, justement, il y a cette attente-là par rapport à la négociation. Et l'individu qui parlait mentionnait, je m'en vais faire mon épicerie, là, je m'achète des tomates, je les paie le prix qui est écrit sur l'étiquette. Même chose avec la plupart, en fait, des biens de consommation neufs dont on fait l'acquisition. Est-ce que, justement, ce principe-là de négociation sur des produits neufs est un des éléments qui rend ça un peu plus compliqué, disons, au niveau de la transparence puis de la confiance? Parce que, comme je vous dis, dans le use, c'est normal, ça va de soi, hein? Chaque unité est différente, mais dans le neuf, avec justement un PDSF, une étiquette...
Qu'est-ce que vous en pensez de cette... Ça part de là. Je pense que oui, quelqu'un qui rentre, on négocie beaucoup contre nous-mêmes. Où est-ce qu'on sait que le client va arriver avec un désir de négocier? Il y en a qui vont annoncer toutes sortes de choses dans le marché, qui vont dire, ben je vais donner ci, je vais donner ça. Fait que le client arrive déjà avec cette prédisposition-là de faut que j'aille chercher la meilleure transaction possible puis que je me fasse réduire un prix ou que je me fasse donner des choses en compensation parce que le prix qui est affiché sur l'étiquette, c'est pas ça le vrai prix. Fait que le client arrive avec cette perception-là que le prix affiché n'est pas réel ou que c'est pas une valeur juste du bien pour lequel il paye. Fait que c'est là où ça devient problématique. Faut qu'on remonte un peu la valeur de nos produits en disant, ben la valeur, le prix qui est affiché, c'est le bon prix. Là où ce qui est difficile aussi, c'est qu'on échange des véhicules, on reprend des véhicules et c'est là où ça devient subjectif. C'est là où il va y avoir cette composante de négociation-là davantage aussi dans le futur. Fait que si on se bat là-dessus, si on se bat sur notre expérience client, c'est tel que tel. J'ai un acheteur qui dit que, ben, en fonction de la condition, j'ai un marché pour ça, je suis capable, c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande. Mais après ça, si on part sur un bien neuf avec le principe qu'il faut donner davantage au client, c'est là où on est perdant au compte, puis le client va systématiquement se sentir floué ou du moins un petit peu plus floué parce qu'il n'y aura pas 100% du temps l'impression d'avoir fait une bonne transaction pour lui. Le beau-frère qui t'arrive à la maison, puis moi j'aurais eu mieux que ça, je serais allé chercher des pneus d'hiver, puis tu sais, les concessionnaires font 10 000 $ de profit par unité. Tu sais, il y a toutes sortes de croyances au niveau des acheteurs, justement, qui sont pas nécessairement au courant là, de la réalité à ce niveau-là. Fait que effectivement, ça peut renforcer ce sentiment-là de j'ai-tu fait un bon deal ou je me suis-je fait avoir, autrement dit. C'est le point d'interrogation est là. C'est sûr qu'on peut se regarder dans le miroir parce qu'on a indirectement ou directement contribué à ce phénomène-là. Parce que quand le client voit une annonce à la télé, puis acheter maintenant 10 000 $ de rabais, ben dans sa tête, il se dit, OK, ben quand je vais rentrer... puis qu'on ne m'offre pas 10 000 sur le véhicule, exemple, qui m'intéresse moi, ben je vais le négocier parce que je comprends, il pourrait avoir possible. 10 000, là, tu sais. Ben, c'est sûr que chaque modèle, c'est différent, puis des fois, ben un 10 000 sur un pick-up, ça se peut, mais un 10 000 sur une Forte, ça n'arrivera pas, là, tu sais. Alors, c'est sûr qu'il faut venir, des fois, regarder nos propres pratiques qu'on a faites. Est-ce que la certification va régler du jour au lendemain tous ces problèmes-là? La réponse, c'est non. Pas du jour au lendemain. Avec le temps, je pense que oui. Et c'est là, tu sais, il y en a qui vont se demander, ouais, mais pourquoi maintenant? Ben, il faut commencer à quelque part. Est-ce que c'est important, ce projet-là? Définitivement, c'est important. Est-ce qu'il y avait une urgence? L'urgence va varier. On a 800 concessionnaires, là. L'urgence va varier parmi les 800. Mais je vous mettrais ça, la vieille phrase qui est un tiers, un tiers, un tiers. Là. Il y en a un tiers pour qui c'est très urgent, il y en a un tiers pour qui c'est pas urgent du tout, puis l'autre tiers, ils vont aller là où la vague va les amener. Ben là, nous, on veut tabler sur le un tiers pour qui c'est important présentement, puis on espère que le un tiers de ceux qui disent « je vais aller vers la tendance » vont nous suivre, puis forcément, l'autre tiers va devoir embarquer. Là. Puis ça va venir assainir certaines pratiques qu'il y a dans le marché. C'est de même que je le vois. Et ça, Jean-François, vas-y. J'ai eu la chance de revisiter des anciens procès-verbaux de la corporation des années 90. Puis déjà, à ce moment-là, l'enjeu de la réputation était soulevé. Puis on voulait travailler là-dessus, puis il y avait un souhait très fort. Puis ça a duré 2-3 ans. Là. J'ai perçu qu'il y avait un mouvement qui s'opérait, mais ça n'a jamais donné lieu à des actions concrètes. Donc, mon point étant, l'urgence, elle existait en 93. Là. Puis s'il n'y a pas d'urgence maintenant avec ce qu'on vient de vivre, avec des produits qu'on perd pas parce que c'est pas des bons produits, là. Je veux pas passer trop de temps là-dessus, mais on a un produit qui s'appelle l'assurance remplacement à très haute valeur ajoutée qu'on ne peut plus distribuer à compter de juillet 2026. Tout ça est tributaire de la perception du grand public envers ce qu'on fait. Et les gouvernements sont très sensibles, on le sait, pour des raisons diverses, parfois électoralistes, mais sont très sensibles à la perception du grand public. Est-ce que n'eût été du 50 sur 50 de l'industrie des concessionnaires, est-ce qu'on aurait vécu le PL30? Est-ce qu'on aurait perdu le droit de distribuer certains produits? Oui, il y a des mauvaises pratiques, puis je ne nie pas ça. Par contre,
c'était facile pour le gouvernement du Québec de venir légiférer cet enjeu-là parce que le public, pour eux, les concessionnaires, ben, c'est un pan des industries qui peuvent parfois profiter du grand public, dans leur perception, bien sûr. Et ça, ben, justement, on parle de l'urgence. On parle de cet impératif de regagner la confiance du public. Hein. C'est vraiment la thématique autour de laquelle tout ce qu'on est en train de faire et de discuter présentement a été bâti. Et une des statistiques qui a été mentionnée, notamment pendant le sommet, c'était le fameux 42% des gens, des répondants au sondage léger qui disaient que s'ils en avaient l'occasion, ils choisiraient d'acheter directement auprès du manufacturier. Et ça, on peut prétendre que ce que ça veut dire, c'est qu'ils choisiraient d'acheter en ligne et de ne pas négocier. Donc, on s'entend, là, si on achète en ligne, à moins qu'il y ait un rabais d'affiché, on en profite. Mais sinon, donc, c'est le prix qui est affiché, on met ça dans le panier et on reçoit l'auto dans notre driveway une couple de jours plus tard. Donc, ma question, et là, il y a ce danger-là, tu en as parlé tantôt, Guillaume. Il y a le danger dont on vient de parler par rapport aux lois et aux règlements extérieurs à notre industrie qui viennent nous priver de certains revenus et tout ça. Donc, tous ces éléments-là contribuent à générer cette urgence d'agir-là. Ma question pour vous trois, messieurs, dans l'ordre ou dans le désordre, est-ce que vous ressentez que cette urgence-là est justement ressenti et que les concessionnaires en sont pleinement conscients, ou est-ce qu'on est tous un peu trop occupés à vendre des autos, un peu trop occupés à penser à la fin de mois qui s'en vient et aux chiffres qu'il faut faire et aux objectifs qu'il faut atteindre, ou est-ce qu'on est capable comme industrie de prendre un peu de hauteur puis de voir justement un peu plus loin par rapport à ces changements-là qu'on doit effectuer? Je pense que la question s'adresse à mes collègues ici. Bien, définitivement. Premièrement, tu sais, je voudrais revenir sur la démarche. Premièrement, il y a eu le sommet l'année dernière, il y a le sommet de cette année. Dans le sommet de cette année, il y avait l'APA présent, puis l'Office de la protection du consommateur. Les présidents des deux organismes étaient présents. C'est pour démontrer à quelque part comme quoi nous, on est là sérieusement autour de la table à essayer de mettre une certification qui va plaire à notre clientèle, qui va amener la reconnaissance qu'on recherche en bout de ligne. Avec tous les comités qui se sont penchés sur cette certification-là, je pense que ça a été réfléchi. Puis c'est pour ça qu'il manquait juste, on va appeler ça du fignolage à la fin pour mettre ça acceptable pour tout le monde. Mais je pense que la démarche est sérieuse, puis que les gens qui vont abonder dans ce sens-là vont réussir à créer sûrement une différence dans leur salle de monde versus ceux qui ne le feront pas. Si il y a un propriétaire en ce moment qui ne le voit pas ça, ben je dirais appelez-moi. Je vais vous convaincre que c'est le cas. Comment je vais vous convaincre que c'est le cas? Ben c'est simple, c'est que on se fait comparer à les achats qu'on fait au quotidien. Et définitivement, il y a beaucoup d'achats au quotidien qui se font maintenant d'une façon automatique, très facile, en ligne ou autre. Puis même, on est rendu avec des dépanneurs. L'autre fois, j'étais à l'aéroport, tu rentres, tu ramasses tes choses, il n'y a pas de caissier, tu mets ça devant, ça dit ton prix, tu mets ta carte, tu es reparti. Tu sais, donc, la simplicité au point de vue transactionnel, mais je dirais plus la paix d'esprit au point de vue transactionnel, c'est ce qui est recherché. Et la paix d'esprit transactionnelle en ce moment dans l'automobile, elle est difficile, l'équation à faire V. Puis, je l'ai dit un peu tantôt, il y a des éléments de l'équation qu'on est notre propre responsable. Quand je dis nous, je pourrais inclure l'industrie, là, les manufacturiers. Je reviens à mon exemple, 10 000 de rabais, où quelqu'un peut arriver dedans, puis je dirais, ben c'est ça le prix, puis j'ai pas de rabais. Non, t'as pas de rabais. Il va dire, je suis en train de me faire flouer. Mais non, tu n'es pas en train de te faire flouer, mais de le convaincre du contraire, puis le principe du beau-frère, comme tu as dit tantôt aussi, qui rembarque par-dessus. Mais, tu sais, écoutez, il y a des aberrations en ce moment qui se passent. L'autre jour, je parlais avec un autre concessionnaire, puis il me disait, ouais, Jim, mais là, tu sais, si mon client va ailleurs puis il se fait donner un bon prix, j'ai dit, oublie s'il va ailleurs. Dans ton propre showroom, il y a des clients qui ne payent pas le même prix pour le même véhicule. Alors, est-ce que c'est correct? Ben, moi, je pense que non. Je pense pas que c'est ça les attentes des clients.
Maintenant, c'est quoi le bon prix? C'est-tu celui qui a le payé le moins cher des deux? Probablement que les consommateurs vont dire oui. Moi, je ne suis pas en mesure de répondre affirmativement oui à ça, dans le sens que si celui qui a le payé moins cher des deux, la marge est encore suffisante pour me faire la profitabilité que je veux puis rencontrer mes obligations, je vais te dire oui, c'est le meilleur des deux prix qui doit l'emporter. Mais à la fin, on a une équation à faire V, puis ça passe à travers les biens qu'on vend. Donc, c'est sûr qu'on va trouver notre terrain qui va faire en sorte que le prix ne sera plus un si gros facteur dans l'équation. C'est pour ça qu'on cherche un peu la formule là-dessus. Je vais répondre à titre de consommateur parce que c'est drôle, on vit des choses. Je viens de vivre l'expérience d'achat d'électroménager. Le kit au complet, j'ai déménagé l'été dernier. Bref, j'ai visité 2 magasins. Le premier, je ne vais pas les nommer par respect, mais première expérience formidable avec un expert, pris en charge, écoute de mes besoins. Tu sais, je chantais que j'étais conseillé, puis Dieu sait qu'il n'y a rien qui ressemble le plus à un four qu'à un autre four ou un frigidaire, puis vice-versa. Il n'y a pas d'excitation. Tu sais, contrairement à l'automobile, il n'y a pas d'excitation reliée à l'achat des électros, en tout cas, en ce qui me concerne. Je m'en vais ailleurs, puis la vieille gamique, puis on me demande, as-tu magasiné ailleurs? C'est ta première question. OK, c'est quoi ton prix? Puis on me fait tout un prix. On me fait véritablement tout un prix pour la gamme complète. Là. J'en avais 5 à acheter des électros. Je suis retourné chez le premier. J'ai dit, voici le prix que j'ai eu. Peux-tu faire quelque chose? Il fait son calcul. Petit magasin indépendant, en passant. Puis il dit, je peux pas y arriver. J'ai pas de marge, puis je suis désolé. Je peux faire un bout de chemin, mais je pourrais pas y arriver. Ben, j'ai accepté de payer 1 000 $ de plus pour faire affaire avec le premier magasin. Parce que j'avais été bien servi, puis j'avais confiance que s'il y avait quelque chose, j'avais quelqu'un à qui me référer pour mon achat. Je sais pas. Là, c'est mon expérience personnelle. Peut-être que d'autres clients voient ça autrement. Mais en ce qui me concerne, ça a fait toute la différence. Puis je suis persuadé qu'en ayant une bonne approche, des bonnes pratiques, de la bienveillance, de la fiabilité générée dans l'expérience d'achat dans nos showrooms, je suis persuadé qu'on non seulement on fidélise, mais on vend plus et on vend mieux. Au-delà de l'aspect confiance, parce que c'est ça notre objectif, mais au final, vous êtes quand même des concessionnaires qui sont en compétition entre vous, donc vous voulez la générer, cette valeur ajoutée-là dans vos showrooms. Je suis persuadé que ça peut faire la différence. Oui. Puis je pense que si on revient à l'énoncé qui parlait justement d'un modèle à 42% que les gens achèteraient directement du manufacturier, mettons qu'on élimine les concessionnaires de l'équation là, complètement, ça reste qu'on est des entreprises de proximité. On œuvre dans des communautés, dans le Montréal Métro, dans les régions, on s'implique, on redonne à nos communautés dans lesquelles on opère. Donc le jour où le consommateur perd ça, il perd un paquet d'autres bénéfices un petit peu au travers parce que Chrysler Canada ou Toyota Canada ou Genesis ou peu importe aura pas les moyens de s'impliquer dans du local puis dans du communautaire non plus. Fait que, tu sais, on est aussi bien, on est présent dans nos localités, on est présent. Assurons-nous d'avoir une bonne réputation dans notre marché. Moi, ce que j'ai dit un peu au sommet pendant la discussion, c'était quand je vais à l'épicerie, je croise des clients, je veux pas avoir à changer d'aller. Tu sais, je veux m'assurer que je livre une belle expérience, de quoi je peux être fier en tant que concessionnaire. Fait que, tu sais, on opère avec ces gens-là. Je veux pas avoir à les croiser dans mes temps libres puis me sentir un peu gêné. Fait que c'est toujours la meilleure transaction, la transparence, la bienveillance. Ça revient à ça, c'est de dire qu'on prend soin de nos gens, que ce soit nos employés, de nos clients. Puis il y en a des fois qu'on sera pas capable de satisfaire pour des raisons X, Y, Z. Il y en aura toujours, peu importe le domaine. Mais c'est de donner tout ce qu'on peut pour satisfaire ceux qu'on est capable de satisfaire aussi. C'est un excellent point. Et c'est vrai que la plupart des concessionnaires sont d'excellents citoyens corporatifs aussi, très impliqués dans leur milieu, dans leur communauté, puis ça fait une belle différence. Messieurs, le temps file. Il me reste encore plein de sujets que je veux aborder, fait que je vais tout de suite plonger avec une prochaine question. Au niveau des conditions de succès, hein, de la façon dont on va pouvoir mesurer le succès de cette opération-là, parce qu'un des éléments qui est à garder en tête, puis ça a été mentionné notamment dans la rencontre, c'est le fait qu'on n'aura pas plein d'occasions de faire une bonne nouvelle première impression à la suite de cette... Tu sais, c'est l'œuf ou la poule. Là. On a
un plan de com. Il va falloir diffuser cette information-là par rapport à la certification, par rapport aux nouvelles pratiques de transparence, par rapport à tout ce qu'on met en place. Et en même temps, idéalement, il va falloir que, et c'est comme ça que ça a été mentionné, que les bottines suivent les babines, ou l'inversement, là. Mais ça sera important que, justement, si je me fais séduire par cette nouvelle approche-là, cette certification-là, et que je mets le pied en concession pour vivre cette expérience renouvelée, ça va être important que l'expérience soit effectivement ne soit pas la même que j'ai peut-être déjà vécu dans le passé. Donc, comment on fait pour arriver à ça, pour se rendre, pour aller assez vite, mais en même temps attendre que tout le monde embarque et commencer à en parler au niveau du grand public aussi pour que les gens soient conscients que cet effort-là qui se fait, c'est touché, là. On est vraiment sur une fine ligne. Donc, comment on s'y prend? D'abord, on l'approche avec beaucoup d'humilité. On prend pour acquis que c'est de la gestion du changement, donc ça prend du temps, tu l'as mentionné, Jean-François. Donc, ce qu'on fait en premier lieu, comme corporation qui représente ce beau groupe-là, on communique le plan. On ne communique pas les résultats, parce que les résultats, ça va prendre un certain temps avant qu'on les perçoive. Mais on communique le plan, puis on communique l'intention aussi, pour que les gens, le grand public, comprennent que, encore une fois, je le dis souvent, mais le statu quo est inacceptable pour les concessionnaires du Québec. Alors, essentiellement, ça va être ça pour un certain temps, le temps qu'on puisse embarquer notre force de travail et qu'on puisse percevoir le changement. Puis le jour où on va être satisfait, puis ce jour-là viendra, je te le garantis, Jean-François, mais le jour où on sera satisfait, il y aura effectivement une campagne où on dira, faire affaire avec un concessionnaire certifié, c'est l'assurance qu'on aura une expérience positive dans le réseau des concessionnaires du Québec. Essentiellement, c'est ça. Okay. Je le simplifie. Puis oui, effectivement. Et si on se projette justement dans le futur, tu sais, là, il y a des premières étapes qui ont été décrites. On a parlé de cette première certification-là, des premières étapes qui doivent être prises. Puis on n'entrera pas dans le détail. Là, on va mettre dans les notes, au bas de page, on mettra les liens là, pour les concessionnaires et les gens qui sont intéressés d'aller sur le site de la CCAQ, sur les pages là, destinées à justement donner l'ensemble des détails de qu'est-ce qu'on doit faire, comment on fait pour aller chercher cette certification-là et tout ça. Mais si on regarde un peu plus loin dans le futur, justement, on a fait une entrevue, Yann, avant le sommet dans laquelle tu me disais qu'éventuellement, un des objectifs serait que l'adhésion à la Corpo soit vraiment intimement liée au fait d'être certifié ou non. Donc, c'est quoi justement les étapes 2, les étapes 3? On parle de la force de vente. Tu sais, on a parlé beaucoup des prix. On a parlé beaucoup des vendeurs. On n'a pas encore énormément parlé de tout ce qui est le département F&I. Ou, évidemment, tu sais, Guillaume, tu mentionnais que dans une transaction, il y a beaucoup de pièces en mouvement. On a parlé des véhicules d'échange, on a parlé de plein de choses. Le F&I a un grand rôle à jouer là-dedans aussi au niveau des produits d'assurance qu'on va nous proposer, au niveau de vers quelle institution on va m'envoyer. Est-ce que c'est le meilleur taux que je vais obtenir ou c'est celui qui donne la meilleure ristourne aux concessionnaires? Il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc, allons-y. Là. Si on se projette dans le futur, dans les étapes là, subséquentes, ça ressemble à quoi? Toute notre force de travail qui a un contact client, donc tu as nommé les directeurs commerciaux, donc je les inclus là-dedans. Ont des pratiques, certaines pratiques, pas toutes. Je veux dire, on n'est pas là pour gérer l'ensemble des opérations d'un concessionnaire. C'est pas notre rôle, pas du tout. On veut être très chirurgical sur notre approche parce qu'on sait que vous vous faites gérer par bien du monde, les manufacturiers, les gouvernements. Donc, pour nous, on va être hyper chirurgical, hyper pointu, mais d'amener des pratiques qui rehaussent, évidemment, le niveau de confiance du consommateur. Donc, code d'éthique qui est renouvelé, tout nouveau, c'est un des prérequis. Donc, le concessionnaire doit dès aujourd'hui s'engager. La force de travail devra y adhérer aussi. Et ce code d'éthique-là est basé sur les 4 paramètres de la confiance. Les a mentionnés tantôt, Guillaume. La bienveillance, la fiabilité, l'expertise et, là, j'en oublie un. Je l'ai ici. Bref, ça sera pas très long. Check bien sûr, Jean-François. On a tout ça ici. Mais l'expertise, vas-y, Jacques, c'est ça, là, avec le mot. Concrètement, pour le client, parce que j'aime souvent revenir au client, là. Je veux qu'il vive avant d'en entendre parler quasiment. Ça serait ça l'idéal pour moi. C'est-à-dire que on aurait beau faire toute une grande campagne, si notre force de travail est pas prête à être au standard, au niveau qu'elle doit être, pour moi, ça serait faire fausse route d'aller là. Je reviens à mon 3.8 de tantôt, puis je pense que c'est marqué maintenant en gros signe néon que la prochaine étape, c'est la certification des représentants et des directeurs commerciaux. Puis ayant en tête le genre de modèle, je vous dirais, là, on a vu dernièrement
aux nouvelles des agents immobiliers qui ont été suspendus pour plusieurs années, perdre leur licence de pratique, si vous voulez. Nous, c'est là qu'on veut aller. On veut... En tout cas, je vais parler pour le groupe Olivier, c'est le cas. mais je vais parler pour plusieurs personnes de l'industrie. C'est-à-dire qu'on veut que le travail effectué par nos gens soit encadré, reconnu, et que lorsqu'il va y avoir une défaillance de la part d'un de ces membres-là, ça va écouter quelque chose à quelque part. Est-ce que c'est une suspension? Est-ce que c'est un interdit de pratique? On va tout le définir en temps et lieu. Mais imaginez aujourd'hui, j'ai un représentant qui cogne à ma porte, je me projette dans le temps, ou un directeur commercial, puis il dit « Moi, je suis certifié CCAQ ». Déjà là, il va partir à un certain niveau à mes yeux, puis plus on va avoir bâti un encadrement, je vais dire, rigide par rapport à c'est quoi aller passer une certification en tant que représentant automobile, plus je vais la reconnaître. Donc, quand lui, il va arriver avec ça, je vais dire « Bienvenue dans mon équipe ». J'ai un représentant qui est devant moi, il dit « Non, moi, je ne suis pas certifié, mais ça fait 3 mois que je vends des véhicules. Je peux comprendre. Mais non, je ne suis pas certifié, puis ça fait 10 ans, by the way, je fais ça. Pourquoi? Trop compliqué, moi, je ne m'intéresse pas, ainsi de suite. Oups! Déjà là, on s'éloigne. Ouais, mais j'en vends des chars. Oui, mais tu ne vends pas correctement tes chars. OK? Fait que moi, c'est vers là que je veux aller avec ce programme de certification-là pour qu'à la fin de la journée, on aille éliminer bien des imbroglios qui se passent dans nos salles de montre. Je reviens sur quelque chose que j'ai dit, c'est quand même complexe une transaction automobile. Il y a des soldes, il y a des valeurs d'échange, il y a des accessoires, il y a des prix. Il y a un F-150, il y a au-dessus de 18 000 configurations. Fait qu'on est-tu sur le même camion, là, toi puis moi, là, quand on se parle? Il y a des chances que oui, mais il peut y avoir des petites différences. Donc, tout ça mis ensemble, ça peut être complexe, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est complexe qu'on ne peut pas y arriver. On peut y arriver. C'est ce qu'on essaie de tracer. C'est tellement intéressant. Puis ce dernier bout-là, je veux revenir sur ça parce que est-ce qu'on est vraiment prêt à... Puis c'est vrai dans l'automobile, mais c'est vrai dans la plupart des organisations où il y a une force de vente. Hein? Tu as certains individus qui vont être d'excellents vendeurs, d'excellentes représentantes ou excellentes FNI. Tu sais, la personne là, qui rentre le profit, qui rentre les chiffres, qui surpasse ses objectifs, qui a des bonnes marges, mais qui ne le fait pas nécessairement de la bonne façon et qui a certains clients qui se retrouvent un peu froissés de ça par la suite, pour utiliser un terme plus doux. Est-ce qu'on est prêt comme industrie à taper ses doigts à cette personne-là, à lui dire « Rends-en un petit peu moins, mais fais-les différemment ». Je pense que c'est particulier, puis tu amènes exactement le bon point, c'est qu'il faut le voir sur la valeur à vie du client dans la concession et non pas sur une transaction. On est une industrie qui est quand même assez particulière parce qu'on a une vision qui est très 30 jours. Fin du mois, début de mois, nouveau programme, fin du mois, début de mois. Et la boucle se continue un petit peu comme ça. Il faut avoir une vision qui est un peu plus long terme. La devise chez nous, depuis mon arrière-grand-père, ça a toujours été « vends-en moins, vends-les mieux ». Fait que traite tes gens avec respect, traite tes gens de la bonne façon. Ils vont revenir te voir. Ça va être une roue qui va se mettre à tourner, mais de manière positive aussi. Pas juste le 30 jours, mais sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand va venir le temps de changer de véhicule, il n'achète plus un véhicule, il achète la concession, il achète les gens. La profitabilité est au rendez-vous, l'expérience est au rendez-vous. Ils réfèrent des gens aussi habituellement quand ils font ça. Fait que c'est tout ça qu'il faut s'en aller voir. Je pense que c'est quelque chose qui est... En fait, c'est pas est-ce qu'on est prêt, c'est juste de revenir à la base de c'est quoi de la vente, c'est quoi de l'expérience client, c'est quoi de traiter les gens avec respect et intégrité, peu importe l'industrie dans laquelle on est, là. C'est mon point, revenir à la base. C'est la base, je pense. Puis je pense qu'ils sont plus que prêts, là, plus que jamais, Jean-François. Là. On ne fait pas juste en jaser. Là. Dans les années 90, on en jasait, là, on le fait. Là, on passe à l'action. Puis c'est clair que on a à peine abordé les différentes composantes de la certification. Mais Jacques le fait indirectement. Il y a une série de mesures de coercition qu'on va mettre en application. Puis quelqu'un comme Jacques, comme Guillaume... Vous êtes des opérateurs de concession, mais tout l'aspect compliance, en bon français, ou conformité, c'est complexe même pour vous à le gérer. Alors, si, via notre certification, on est capable de dire à Jacques, Guillaume, ces gens-là, là, ils connaissent la loi.
ils connaissent leur environnement d'affaires illégal, ben déjà pour vous, c'est effectivement, tu l'as mentionné, un bon stamp, une bonne certification, c'est le mot, pour dire j'embauche cette personne-là ou je la maintiens en emploi chez nous. Donc, c'est clair qu'on se dirige vers là, c'est clair qu'il y a des conséquences, puis encore une fois, on l'a à peine abordé, mais l'Office, on collabore super bien avec eux présentement, puis je suis super fier de ce qu'on a réalisé, mais il y a d'autres composantes qu'on a à peine abordées, dont Parle Consommation. Je ne sais pas si tu voulais t'y rendre. Ben allons-y, prenons quelques minutes parce que c'est quand même un gros morceau de ce qui a été annoncé, ce nouvel outil-là, dans le fond, qui permet de régler des litiges avec. Parce que, puis le point étant, à quantité de transactions, Voilà. C'est combien? C'est 400 000 400 000 véhicules de neuf, puis 200 000 de use de véhicules d'occasion chez les concessionnaires. Donc, c'est 600 000 transactions chez nous. C'est possible qu'il y en ait 2-3 là-dedans qui accrochent. Ça peut arriver, on s'entend. On est travaille pas d'accord. le même F-150. On est d'accord. On est d'accord. Donc, quand ça, On a ça une arrive, solution pour ça. on a maintenant une solution Ouais. qui vient faciliter un peu le règlement hors cours de Ouais. ces litiges-là. Puis c'est super efficace, là. Donc, Parle Consommation, ça fait 8 ans qu'on est en test avec l'Office. Là, ils ont décidé avec nous autres de le déployer à grande échelle. Donc, le consommateur qui n'est pas satisfait, qui a travaillé avec un concessionnaire certifié, le concessionnaire certifié est engagé dans Parle. Donc, le client peut commencer un exercice de médiation en ligne. 76% des situations se règlent à l'amiable via la plateforme Parle présentement. Et ça se fait dans un espace-temps moyen de 16 jours. On n'a pas engagé de temps de cours, on n'a pas engagé d'avocat, on n'a pas perdu de temps à se remémorer un dossier du côté du concessionnaire, puis le déplacement à la cour, puis le client, ben, sans avoir dépensé un sou en avocat, ben, se retrouve avec un règlement. Notre souhait, c'est qu'on puisse, malgré un différend qui peut exister avec 600 000 transactions, garder, je dirais, un lien positif avec nos clients. On peut le régler, dans le On fond, peut le à la régler. satisfaction de tout le monde. Puis justement, ça mentionnait également qu'il y a même accès à de la médiation là, Oui. en cas de besoin dans Donc, cette... ça ne marche pas en première étape en ligne. On a accès à 2 heures gratuites avec un médiateur en personne. Ça se passe au téléphone, mais on a accès à ça. Fait que c'est formidable. Je suis persuadé que ça va être un élément clé de notre certification. Effectivement. Et puis, tantôt, ça va faire partie de toutes les unités de mesure qui vont être capables de nous dire si le programme fonctionne ou ne fonctionne pas. Et même chose avec les plaintes à l'Office de la protection des consommateurs. Il y a un lien direct avec eux, puis on est capable de suivre, que ce soit en tant que concessionnaire, les plaintes qu'on a sur notre commerce, nos propres commerces, ou globalement en tant qu'industrie. Alors, on est présentement l'industrie qui génère le plus de plaintes basées sur les représentations qu'on nous a faites lors du sommet. Comment qu'on fait pour réduire ça, puis tomber 2e, 3e, sinon 10e? C'est ça, là. C'est ça qu'on... Puis est-ce qu'on est bullseye? Avec la réflexion qui a été faite en arrière de ça, je vais dire, on est sûrement pas loin du centre. Mais il y a sûrement des ajustements qui vont se faire en cours de route, puis on les fera. C'est ça qu'il faut. Il faut s'adapter. On n'a pas encore vécu le premier mécanisme d'un membre qui va être en défaut par rapport à sa certification. Comment qu'on va le gérer? Ben, on va tout le définir, ça, mais ça va... Il faut aussi être conscient de comment on va le gérer, va venir donner de la notoriété. Tu sais, je reviens à mon exemple tantôt, les courtiers immobiliers, je pense que c'était 15 ans, je ne vais pas me tromper, là, mais ils ont été bannis très longtemps. Je pense que la sanction était tellement forte que là où les dirigeants ont réussi, c'est à dire, plutôt que d'ajouter, puis excusez le terme, un autre crosseur dans l'équation, on dit, tiens, il n'y en aura plus de crosseurs dans l'équation. Parce que si c'est ça qui te pend au bout du nez, de plus pouvoir pratiquer ta profession qui te génère 50, 100 000, 150 000 par année, je sais pas quoi, ben à un moment donné, tu vas y penser 2 fois là, avant d'avoir des comportements qui sont pas éthiques puis qui sont pas en ligne avec les besoins du client. Puis le parallèle avec l'immobilier est super intéressant parce que l'OACIQ, c'est l'organisme d'auto-réglementation. Tu l'as mentionné, Yann, à quelques reprises. Si on ne se réglemente pas nous-mêmes, d'autres le feront. Donc, cette volonté d'aller dans cette direction-là, on pense à un courtier immobilier, on pense au fait qu'il y a des cours, il y a de la formation continue, il y a un permis. Donc, il y a toutes sortes d'éléments et évidemment, il y a un code d'éthique qui doit être respecté sous peine de sanction. Il y a un paquet d'éléments
qui encadrent cette profession-là. Donc, c'est vraiment une direction dans laquelle on pourrait potentiellement vouloir s'en aller avec les métiers liés à la vente dans le domaine de l'automobile. Absolument. Puis c'est un bon exemple parce que c'est l'exemple qui a porté fruit, dans le sens qu'ils étaient eux-mêmes dans le bas de la liste des 50e. Ils ont pris ces initiatives-là, puis ils ont augmenté de 2-3 cases. Là. Ils sont en processus, là, ils n'ont pas tout accompli encore. Puis d'ailleurs, la firme Léger avec qui on a travaillé pour notre sondage ont été le partenaire de l'OACIQ pour leurs différentes stratégies. Puis c'est pour répondre à ta question initiale, comment on va savoir qu'on a réussi? Diminution de plaintes à l'OPC, Jacques, tu l'as mentionné, mais aussi le sondage qu'on a mené au mois de juin dernier, qu'on a présenté au sommet, on va le refaire annuellement pour voir est-ce qu'il y a une progression, est-ce que ça évolue positivement du côté de la perception du public envers ce qu'on fait. Ça se veut, je pense, évolutif aussi. Je pense que ce qu'on a mis en place lors du sommet 2024, ben, ça peut toujours évoluer selon ce que les clients vont nous demander aussi de faire pour améliorer cette expérience-là en concession. Fait que je pense qu'il n'y a rien qui est set in stone ou qui est vraiment figé. On va être appelé à évoluer puis à développer des nouvelles mesures, à renforcer un peu, comme on parlait du 3.8, qu'on a un appétit pour plus de mordant un peu. Ben justement, on va vouloir aller là. Puis je pense que la clientèle puis les clients vont vraiment nous suivre là-dedans aussi. Rapport à ça également. Là. C'est vraiment, messieurs, c'est le fun parce qu'on est témoin de quelque chose qui pourrait être vraiment une transformation majeure d'une industrie qui est appelée à se transformer depuis plusieurs années et qui est dans certaines pratiques qui datent justement et qui sont peut-être un petit peu moins de leur temps, on peut dire ça comme ça. L'avenir nous dira. Hein? Qu'est-ce que tout ça aura généré, puis quels défis vont se dresser en bout de chemin. Mais chose certaine, messieurs, je pense pas que Yann, ton équipe à la CCAQ, les concessionnaires impliqués et ceux qui vont de l'avant, je pense pas qu'on pourrait faire plus en ce moment. Honnêtement, on regarde tous les efforts, toute l'énergie qui est déployée dans cette certification-là et dans cette volonté de changement-là. C'est très inspirant. On arrive à la fin du temps que nous avions. Je veux faire un dernier tour de table s'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés ou s'il y a des points que vous souhaitiez soulever en terminant. Dans l'ordre ou dans le désordre, messieurs, je vous passe le micro. Oui. Ben moi, je réitère que j'ai deux volets pour moi là-dedans, celui qui est très centré sur le client et celui sur rehausser l'image des hommes et des femmes que je côtoie au quotidien là, dans mon industrie. Pour moi, ça, c'est très important. Pour ceux qui sont peut-être des gérants d'estrade, puis qui ont vu ça de loin, puis qui entendent parler de ça, puis qui se disent qu'on en fume du bon à la CCAQ ou en tant que dans le sommet, la réponse, c'est non. On n'en fume pas du bon. On est exactement là où on doit être. Tu viens de le dire. On pose des actions qui sont concrètes. Je veux dire, juste dans l'environnement économique 2024, là, on a tous nos histoires qu'il y a 20 ans, ça pouvait se faire comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Bien, effectivement. Puis c'est ce qu'on veut, à un moment donné, s'assurer que la gang, c'est qui la gang, là? Bien, c'est nous autres, l'industrie, là. On se donne un encadrement, puis on vient le reconnaître, le faire reconnaître au sein de monsieur et madame tout le monde, puis en espérant qu'on va faire bouger l'aiguille sur on est où dans l'échiquier des métiers au point de vue de la société. Ce sera à suivre sur une base annuelle. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Ça fait plaisir. Je compléterais en disant que je pense que la métaphore de l'ouragan était quand même assez forte. On est dans une industrie qui est en profonde transformation, que ce soit nos manufacturiers, l'électrification, que ce soit le volet réglementaire avec les nouveaux projets de loi qui sortent là, depuis peut-être un bon 2 ans et qui vont continuer à sortir pour nous réguler. Nos clients sont plus demandants, mais ont raison de l'être aussi. Je pense qu'il faut qu'on s'adapte. Je pense que c'est un bon premier pas qu'on a fait de prendre une position forte et commune de la part de la majorité des concessionnaires au Québec pour un avenir meilleur, un avenir qui va être durable aussi pour notre industrie. Fait que je pense qu'on a tous les outils en main pour se donner du succès pour les choses à venir. Il va falloir qu'on emboîte le pas puis qu'on livre la marchandise. Ça va être à chacun, à Jacques, ça va être à moi, ça va être aux autres concessionnaires d'un petit peu partout au Québec de faire ce travail-là. La corporation de nous aider aussi à nous outiller. Je pense que c'est ça aussi le rôle de la corporation, c'est de nous aider à nous outiller également avec ça puis de nous encadrer.
puis aussi de nous donner la chance d'avoir du succès et de bénéficier des bons coups des uns des autres pour partager le savoir et un peu tout ça. Donc, je pense qu'on a des beaux défis qui s'en viennent, mais on a aussi du pain sur la planche, fait qu'il va falloir livrer la marchandise. Merci beaucoup, Guillaume. Bien dit, ouais. Ouais, vraiment. Et s'il y en a un qui doute encore, là, Jacques l'a dit, appelez Jacques. Appelez-moi. Au numéro Ouais. affiché en bas de l'écran. Non? Appelez-moi en premier, puis si ça marche toujours pas, appelez Parfait. Jacques. Non, je fais des farces, mais je sens que la corporation a tellement de gens autour d'elle présentement, des concessionnaires impliqués, dont vous êtes, Jacques, Guillaume. Puis il y en a une multitude, là. Vous allez recevoir les concessionnaires qui nous écoutent, le guide de la certification, vous allez voir qui a travaillé là-dessus. Puis il y a eu une dernière draft de travail au sommet avec 480 et plus concessionnaires représentés. C'est tous des gens qui ont travaillé sur le contenu de la certification. Alors, c'est pas la certification de la CCAQ. Véritablement, c'est la certification des concessionnaires eux-mêmes. C'est vous qui avez pris la décision de vous autogérer pour que ça se passe bien dans le temps puis qu'on puisse continuer de faire affaire. On tourne 20 milliards dans l'économie du Québec. On mérite mieux. On mérite mieux en termes de perception, on mérite d'être plus reconnu qu'on l'est présentement. Bien honnêtement, je ne vois pas d'autre initiative que celle-ci pour pouvoir y arriver. Essentiellement, c'est ça, Jean-François. Très intéressant, très inspirant. Donc, les prochaines étapes ou plutôt les prochaines actions qu'on invite les gens de l'industrie à prendre par rapport à cette certification, quelles sont-elles? Alors, on va sur l'espace membre de la CCAQ. Vous allez voir, tout est là. On vous a mis ça facile d'un point de vue technologique. Vous remplissez vos prérequis. 2 formations à suivre, des quiz et un examen qui est afférent. Et là, pour le moment, on vise concessionnaire en titre, DG et 3 responsables qui sont responsables de gérer les équipes. Je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça est expliqué sur le site. C'est la première étape. Après ça, il y aura une deuxième étape en embarquant l'ensemble de notre force de travail qui répond aux clients. Alors, essentiellement, c'est ça. Good. Messieurs, merci beaucoup pour votre temps. Ça a été une discussion fort intéressante. Félicitations de vous impliquer et de vouloir aller de l'avant justement dans cette transformation de laquelle on est tous témoins là, de notre belle industrie de l'automobile. Alors, sur ce, je vous libère. Merci pour votre temps. Merci. Merci. Bonne Merci, chance François. et à la prochaine. Merci. Fait.